Hello les devs, bienvenue sur le podcast de Quoi de neuf les devs, un newsletter pour les devs, mais pas que. Tous les pros de l'IT sont les bienvenus. Hello les devs, bienvenue dans la version podcast du numéro 118 de Quoi de neuf les devs, avec l'interview de Tanlan d'Oublié. À présent que nous avons les deux pieds bien ancrés en 2025, il est temps de reprendre notre veille technique. Elle fait partie intégrante de notre métier. Certaines entreprises accordent même du temps pour cela à leurs salariés. Et si cela se fait en bonne intelligence, c'est extrêmement profitable aux salariés et à l'entreprise. Les salariés se sentent impliqués dans les futurs choix techno de l'entreprise, ils maintiennent ou acquièrent de nouvelles compétences dans un métier où il est impossible de rester sur ses acquis indéfiniment. Du côté de l'entreprise, ce temps dédié permet une sorte de fidélisation des salariés qui y voient un avantage pour leur carrière. Cela permet également de briser l'éventuelle monotonie des tâches quotidiennes. Indirectement, cela permet à l'entreprise d'être au fait des dernières technos gravitant dans son périmètre. Si je devais résumer avec une formule bateau, c'est gagnant-gagnant. Si vous êtes dans une entreprise qui ne pratique pas cette méthode, pourquoi n'essayeriez-vous pas de tâter le terrain pour savoir si cela serait possible? Parfois, il suffit juste de demander et de bien présenter les choses pour les obtenir. Dans la newsletter en version classique, je vous ai proposé un sondage pour vous demander si vous aviez du temps dédié à votre veille dans votre entreprise. Vous avez été 17 à répondre pour le moment, et le oui représente 29%, le non 59%, et la troisième option non mais je vais demander représente 12%. Donc on constate quand même que majoritairement, parmi les personnes qui ont répondu, vous n'avez pas de temps dédié à votre veille dans votre entreprise. Et personnellement, je trouve ça un peu triste. Si vous écoutez ce podcast, et quel que soit votre positionnement par rapport à ce sondage, n'hésitez pas à venir le répondre pour lui donner un peu plus de vérité, parce que bon, 17 personnes c'est bien, mais c'est pas forcément représentatif, un échantillon représentatif. Donc aller faire un saut, ça prend 20 secondes pour participer au sondage et donner un oui, un non, ou un non, mais je vais demander. Dans le numéro 117 de ce podcast, j'ai eu le retour de Yanis et Damien. Yanis qui me disait que ça serait bien de pouvoir développer différents sujets plutôt que de faire une lecture linéaire. Et Damien qui proposait de développer un sujet, le sujet le plus intéressant de mon point de vue, afin de rendre ce podcast éventuellement un peu plus intéressant. Alors déjà, merci Yanis et Damien pour vos commentaires auxquels j'ai répondu. Merci de participer en tout cas. Et je vais juste rappeler une chose, c'est que tout le contenu que je fais actuellement est proposé gratuitement, la newsletter, le podcast, etc. Et ça me prend malgré tout un temps non négligeable, vous vous en doutez. Cela dit, j'ai apprécié vos commentaires et je pense que la proposition de Damien vient répondre au moins partiellement à celle de Yanis, c'est-à-dire d'essayer de développer dans chaque podcast de la newsletter un sujet en particulier. Donc je vais essayer de me faire à cet exercice. Je tiens aussi à vous indiquer à toutes et à tous qui m'écoutez que je maintiens que la newsletter reste gratuite. La seule chose que j'ai changé hier, c'est que j'ai ouvert la possibilité de payer un abonnement au numéro ou à l'année pour la newsletter, mais en forme de soutien. Alors il faut savoir que Substack impose des prix minimums, c'est-à-dire 5 euros par mois au numéro ou 30 euros par an pour un an d'abonnement. Donc c'est les prix minimums que j'ai mis, mais je le redis encore une fois, vous n'êtes pas obligé de payer pour vous abonner à la newsletter. Je le fais uniquement pour les personnes qui souhaiteraient me soutenir, puisque je propose déjà les dons dans la newsletter. Là, c'est un moyen encore plus simple de le faire, c'est lors de votre inscription, vous pouvez décider de vous abonner. Vous pouvez vous désabonner si vous prenez un abonnement au mois n'importe quand, il n'y a pas de souci. Et malgré tout, ça me fait un soutien. Alors à 30 euros par an, ça fait 2,50 € le numéro, ce qui est une somme qui est quand même assez modeste, on va dire. Et pour les sponsors pour qui le sponsor sur 6 mois ou à l'année en position haute dans la newsletter représenterait un coût trop élevé, j'ai mis en place via cet abonnement qui se présente à l'inscription un mini sponsor, on va appeler ça un mini sponsor, qui permettra aux sponsors malgré tout d'être présents dans la newsletter avec leur nom et leur lien vers leur site pour une somme qui est 8 fois moins chère que le sponsoring à l'année.
Et le dernier point, c'est que via ce que propose Substack, vous pouvez aussi vous abonner en groupe. Ça veut dire que si vous êtes dans une entreprise et que vous souhaitez par exemple vous abonner à plusieurs, vous aurez en plus 25% de réduction. Et dernière chose avant de repasser à l'actualité et ce qui vous intéresse réellement, si vous êtes assez nombreux à prendre un abonnement pour me soutenir, je verrai avec vous, parce que je compte toujours sur vous pour m'aider à faire les bons choix, euh, pour produire un contenu exclusif pour les abonnés. Soit un hors-série, soit, je ne sais pas, un podcast ou une newsletter dédiée à un sujet en particulier que vous souhaiteriez qu'on creuse ensemble. Je vous laisse y réfléchir si c'est quelque chose qui peut vous intéresser et me dire quelle serait pour vous la bonne façon de faire pour que vous en ayez pour votre argent. Passons à présent aux news de la semaine. Voici un aperçu de ce que nous allons aborder dans ce numéro. On y parlera entre autres de échecs et regex, et oui, en même temps, de Godot, le moteur de jeux vidéo, d'IA, on peut difficilement passer à côté du sujet de l'IA de nos jours, hein. Du petit site que j'ai mis en place qui s'appelle Ripples, WordPress et bien d'autres sujets encore. Et dans ce numéro, je vais recevoir Tan Landoublier, qui est dev Python orienté IA, mais également speaker et organisatrice sur des confs. Vous en saurez plus en lisant son interview. Mais en attendant, voici ses conseils pour les devs. N'hésite pas à te rapprocher des communautés locales ou des communautés en ligne. Je sais qu'au début, par exemple, et quand j'ai eu un peu de temps, j'aime bien participer au projet Data for Good. Car c'est très différent des projets que tu vas développer pendant tes études, puisque là, on développe des projets qui sont amenés à perdurer dans le temps, donc ce qui nous amène à faire un peu ce qu'on fait en entreprise, à faire du code qui soit maintenable en travaillant en équipe. Ne pas négliger de se créer aussi un réseau en allant aux événements, en échangeant avec des gens sur LinkedIn. Les gens sont plutôt ouverts, si tu as des questions, n'hésitez pas à échanger avec les personnes qui postent. Eh bien merci Tan pour ton partage d'expérience et merci évidemment pour le temps que tu as accordé pour cette interview. Je vais remercier également très particulièrement mes deux sponsors actuels, Clever Cloud et ScalarX, pour leur soutien à cette newsletter. Attaquons à présent la rubrique Le coin des lecteurs. Le premier lien, Operating System in 1000 Lines, est un lien qui a été fourni par les ours de Beersteak via Emulator. Et c'est un site qui propose tout simplement de mettre en place un operating system, donc un OS, en 1000 lignes de code. Et donc il y a une table des matières avec 17 chapitres qui expliquent pas à pas comment mettre tout cela en place. Et c'est très très bien fait, c'est super intéressant pour les personnes qui souhaitent savoir comment fonctionne un OS. L'article suivant est un article en anglais, et encore une fois merci les ours pour votre veille spécifique sur les sujets Ops. Et donc cet article, c'est comment le CERN utilise Grafana et Mimir pour surveiller le plus grand réseau informatique du monde. Donc c'est un article en anglais qui est assez détaillé. Vous avez aussi une vidéo qui reprend le contenu de l'article. Et ça, je vous laisse en prendre connaissance puisque c'est beaucoup moins mon domaine de compétence. Et donc je n'ai pas envie de dire de bêtises. Dans la rubrique Une brève histoire de l'informatique, dans ce numéro, on parle de la souris. Cet outil de notre quotidien, ce prolongement de notre main, et qui parfois abîme même notre main par le positionnement sur le bureau. Je veux parler évidemment de la souris. Est-ce que vous savez quand elle est née? Savez-vous qui l'a réellement inventée? Et dans la newsletter, je vous propose un article qui s'appelle 1968, Petite souris informatique sort de son trou, du site du SIGGRAPH, sigref.fr. C'est un article qui date du 10 juin 2011 et qui commence ainsi. 9 décembre 1968. Ce jour-là, le SIGGRAPH n'a pas encore vu le jour, mais sa conception est déjà à l'œuvre. Dans le même temps, en Californie, au Stanford Research Institute, Douglas Engelbart, docteur en ingénierie électrique et informatique, pionnier dans le domaine de l'informatique, intervient à la fois en public devant 1000 professionnels de l'informatique et simultanément en vidéoconférence, la première de l'histoire. Cette première vidéoconférence historique se fait dans le cadre de la session d'automne de la Joint Computer Conference, avec la présentation d'un curieux objet en bois. Sa particularité est de déplacer un pointeur sur l'écran de l'ordinateur. La souris informatique s'exhibe ainsi publiquement pour la première fois auprès d'un ordinateur. Et oui, vous avez bien entendu,
on parle d'une souris en bois. Et je vous invite à aller voir l'article où vous aurez une photo de la première souris originale. On voit bien effectivement une grosse boîte en bois euh, avec un bouton unique, un petit bouton d'électronicien, un petit bouton rouge. Et c'est ainsi que commence la péripétie de nos souris. Et je vous laisserai évidemment découvrir le reste de l'article, mais il faut savoir que cette première souris, donc je l'ai dit, ne comporte qu'un seul bouton, et contient deux disques perpendiculaires qui permettent de capter la position lors du déplacement de la souris. L'article parle également de l'évolution de la souris, qui passera très vite aux deux disques perpendiculaires à un système avec une boule, ce qui présentera l'inconvénient d'encrasser très rapidement toujours la souris, et il faudra donc la nettoyer régulièrement. Dans les années 80 apparaîtra la souris optique, qui fonctionnera obligatoirement sur un tapis spécial. En 1987 apparaîtra le port PS2 d'IBM, un branchement rond à 5 broches qui va très rapidement équiper tous les PC. Logitech, acteur très connu dans le monde de la souris et des claviers, sortira en 1984 la première souris sans fil grâce à un dispositif infrarouge et fera évoluer cela ensuite par un système à radiofréquence qui permettra de ne pas être obligé d'avoir la souris en face du récepteur pour fonctionner. Et c'est en 1998 que l'iMac est équipé d'une souris qui se connectera sur un port USB. Voilà donc un petit peu pour l'histoire de la souris, mais je vous laisse vraiment aller voir cet article qui est très bien fait et qui vous donnera plus de détails sur l'évolution de la souris au cours du temps. L'article suivant, Mistakes engineers make in large established code bases, va peut-être vous servir si vous allez devoir commencer un job ou une mission sur une code base gigantesque créée par des dizaines de personnes avant vous et qui a plusieurs années de code entassés les uns sur les autres au compteur. En effet, dans cet article, l'auteur donne des conseils sur comment appréhender ce type de job, ce type de code base, qui souvent on appelle ça du code spaghetti parce que ça a été fait de façon itérative avec des personnes différentes sans forcément une ligne de conduite extrêmement claire. Et donc on se retrouve avec des morceaux de code qui ne sont pas documentés, qui n'ont pas forcément de cohérence entre eux, et c'est vraiment comme marcher sur un champ de mine en fait. Chaque modification peut tout casser en production au prochain déploiement. Donc comment on se sort de ce guêpier? Eh bien c'est tout l'intérêt de cet article qui va vous donner des conseils d'expérience sur le sujet. Et je vais vous en livrer ici quelques-unes. N'oubliez pas qu'on parle de bases de code qui sont, on va dire, qui manquent probablement de cohérence et qui ne sont pas un nouveau projet. Ça veut dire que, encore une fois, des dizaines de personnes ont travaillé dessus, le code n'est pas forcément cohérent, il peut y avoir des développements qui ne sont pas performants, etc., etc. Donc ce que l'auteur de l'article dit, notamment, c'est que malgré tout, ces projets qui ne sont pas forcément les plus sexy sur lesquels travailler parce qu'ils ne respectent pas forcément les standards et autres règles de développement, valent quand même la peine d'y travailler parce qu'elles payent votre salaire. C'est un point à prendre véritablement en considération, évidemment. Dans ces projets, la cohérence est loin d'être la chose la plus importante. C'est ce que j'ai dit juste avant, mais c'est une des choses que l'auteur de l'article relève aussi. Dans ce type de projet, ne commencez jamais une fonctionnalité sans avoir vérifié avant dans la codebase qu'il n'existe pas un équivalent ou une approche différente pour le faire. Une autre règle, c'est que si vous travaillez dans ces codebases, si vous sortez du chemin qui est montré par vos précédents collègues, la façon de faire, ayez de très bonnes raisons pour le faire, sinon vous risquez facilement de vous y perdre. Dans ce type de projet également, vous pouvez tester des choses, mais vous pourrez sans doute pas tout tester. Ces projets-là n'ont pas été conçus comme cela dès le départ, et probablement les tests, s'ils existent, n'y sont pas forcément depuis le début, ou en tout cas ils sont peut-être que très récemment. Si vous le pouvez, quand vous travaillez sur cette codebase et que vous commencez à la maîtriser, quand vous pouvez supprimer du code lorsque c'est possible pour alléger, pour optimiser, faites-le.
Alors, évidemment, prenez ceinture bretelle, hein, mettez des tests en place pour vous sécuriser ce travail, pour éviter de gros problèmes lors de la mise en production, évidemment. Et puis enfin, si vous travaillez sur ces codes bases, eh ben, essayez aussi d'y apporter votre touche de commentaire, d'expliquer des morceaux de code que vous avez eu du mal à comprendre, par exemple, pour aider vos collègues ou vos futurs collègues, ou votre futur moi, on ne sait jamais, pour dans 6 mois. Ça vous aidera toujours. Voilà un petit peu les conseils qui sont donnés dans cet article, et pour avoir travaillé aussi sur des bases de code de ce type-là, c'est assez cohérent. Et un conseil que je rajouterai en plus, faites confiance aussi à votre équipe et n'hésitez pas à partager avec votre équipe pour analyser éventuellement des parties de code qui pourraient être compliquées, ou alors des parties de code qui interfèrent avec d'autres parties de code si vous êtes dans une équipe assez conséquente. D'autres personnes peuvent avoir une meilleure maîtrise que vous de certaines parties sur lesquelles vous allez devoir travailler. Voilà pour les conseils. L'article suivant est un article en anglais et il vous proposera de comprendre comment les fonctions render, effects et ref de React fonctionnent réellement sous le capot. Je vous en dis pas plus parce que, comme vous le savez, je suis plutôt dev PHP et React, c'est pas mon domaine de compétence. Donc je vous laisse vous faire votre propre avis sur cet article de Tiger à Brody. Avant de passer à la rubrique Le tour des réseaux, je vous fais un petit rappel. Jusqu'au 1er février de cette année, évidemment, l'ami Johan Dev vous offre moins 50% sur toutes ses formations. Donc allez-y parce qu'il a des formations vraiment de qualité sur Symfony, sur CI/CD, sur Docker et Linux. Et vous trouverez le code de réduction qui vous permettra donc d'avoir les 50% de réduction dans la newsletter juste avant la rubrique Le tour des réseaux. Dans le tour des réseaux, on va trouver un post de Cyril Gromov sur LinkedIn qui explique comment 11 lignes de code ont paralysé Internet. Et donc ça se passait en 2016 et il existait une bibliothèque qui s'appelait LeftPad dont l'auteur, a priori, a eu des soucis, de conflits juridiques ou autres, et qui a retiré cette bibliothèque du jour au lendemain. Et du coup, des milliers de projets ont été cassés, des pipelines CI/CD ont été bloqués, et il y a eu un chaos mondial dans l'écosystème JavaScript. C'est ce que dit en tout cas Cyril Gromov. Et donc, allez voir ce post parce qu'il explique en fait comment NPM a dû réagir et quelle est la moralité possible autour de ce genre de sujet. Ensuite, c'est les ours de Beersteak qui ont trouvé une pépite, un jeu d'échecs en regex. Oui, oui, vous avez bien entendu, un jeu d'échecs en regex. Je suis sûr que ça pique votre curiosité, donc je sais que vous allez aller voir, si vous ne l'avez pas déjà vu. Ensuite, Alex Borto, toujours sur LinkedIn, nous indique qu'il risque d'avoir un gros avis de tempête sur WordPress. En effet, Just the Walk, qui est une figure influente et fondateur de l'extension Yoast SEO, vient de lancer un appel pour un changement radical de leadership. Je vous laisserai prendre connaissance du post d'Alex sur ce qui est proposé, et il est assez probable que autour de WordPress, il y ait pas mal de choses qui bougent dans les semaines, mois à venir, parce que je pense que la position de Matt Mullenweg, le fondateur de WordPress, sera difficilement tenable sur la durée, vu que l'ensemble de l'écosystème semble être en train d'un peu de se révolter par rapport à ce qu'il se passe. Et enfin, pour finir ce tour des réseaux, Miko Pawlikowski propose 17 règles sur le génie logiciel. Donc évidemment, c'est soumis à interprétation et chacun se fera ses propres règles, mais voilà en gros ce qu'il vous dit. Cessez de tomber amoureux de votre propre code. Vous regretterez la complexité lorsque vous serez de garde. Tout est un compromis, il n'y a pas de meilleur. Chaque ligne de code que vous écrivez est une responsabilité. Documentez vos décisions et vos conceptions. Tout le monde déteste le code qu'il n'a pas écrit. N'utilisez pas de dépendances inutiles. Les normes de codage évitent les disputes.
écrire des messages de validation significatifs, ne jamais cesser d'apprendre de nouvelles choses. Les revues de code diffusent la connaissance. Toujours construire pour la maintenabilité. Demander de l'aide quand on est bloqué. Corriger les causes profondes, pas les symptômes. Un logiciel n'est jamais achevé. Les estimations ne sont pas des promesses. Livrer tôt, itérer souvent. Alors, les estimations ne sont pas des promesses, hein. Message subliminal à qui de droit, hein. Comme vous pouvez le voir dans cette newsletter, je cite régulièrement des personnes qui reviennent, et notamment parmi celles-ci, il y a Beersteak, les ours de Beersteak, qui vous propose une newsletter sur LinkedIn de veille technologique, et je vous encourage vivement à aller la voir, notamment si vous travaillez dans le domaine Ops, puisqu'ils sont un peu plus orientés Ops que Dev, mais malgré tout, on y trouve aussi des sujets intéressants. Et bah voilà, c'est tout. Allez voir ce qu'ils font et abonnez-vous à leur newsletter. Passons à présent à la rubrique Tooltips. Donc nous avons Ben Bjurstrom qui propose OTP-Z. Et il s'agit donc d'un paquet qui fournit des mots de passe à usage unique, sécurisés pour les applications Laravel. En gros, vos utilisateurs saisissent leur email et reçoivent un code à usage unique pour se connecter. C'est une option qui peut être intéressante si le concept vous satisfait. Après, évidemment, c'est à vous de décider si vous préférez une autente classique login mail slash password, ou effectivement ce système où l'utilisateur rentre son email et reçoit un code qui l'oblige malgré tout à aller sur son email entre-temps. Mais ça peut être un moyen plus sécurisé d'accéder à votre site. Je vous laisse prendre connaissance du package et voir si cela peut vous servir. En tout cas, ça a l'air très très bien fait. Dans le sujet suivant, on va retrouver Hamilton. Alors Hamilton, c'est la personne qui a fait le projet One Million Checkbox. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, on en avait parlé dans un des précédents numéros de Quoi de neuf les devs. Et dans une petite vidéo assez courte de 7 minutes, il vous propose de vous montrer comment il intègre AlpineJS dans ses sites qui utilisent HTMX. Ensuite, je vous propose une ressource qui s'appelle Tailwind Flex, qui propose plus de 1900 exemples Tailwind CSS gratuits. Donc, tout simplement, vous naviguez sur le site, vous cherchez votre thématique, vous choisissez un composant et vous aurez accès au code directement, ce qui vous permettra d'économiser quelques minutes, voire dizaines de minutes, voire quelques heures de recherche et développement. La ressource suivante, c'est Stephen Rees Carter, alias Valorine, qui la propose et qui vous explique dans un de ses posts de Securing Laravel la nécessité de loguer les tentatives de login à votre site. Alors pour les devs qui sont orientés Laravel ou qui veulent s'intéresser à Laravel, je vous propose un groupe Laravel francophone qui a déjà plus de 230 membres et qui a pour objectif tout simplement de fédérer les devs Laravel francophones, de partager un peu nos connaissances sur Laravel, d'informer sur les dernières actualités de l'écosystème, et pourquoi pas de venir y déposer vos demandes de job, stage, alternance si vous cherchez dans le domaine autour de Laravel. Et dans les communautés à suivre, il y a également le Discord des amis de Laravel France que je vous invite à suivre. Ils ont également un site internet où ils proposent des articles de très belle qualité. Et si, encore une fois, Laravel vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ce qu'ils font. Vous y trouverez sans doute des informations intéressantes. Dans la rubrique T'as ton popcorn, on va retrouver l'ami Olivier Poncet, alias Poncetto91, et qui va nous parler donc du Duff's Device. Donc je lis sa présentation. Un morceau de code absolument légendaire imaginé par Tom Duff en 1983 au sein de Lucasfilm. Ce code, très bizarre en première lecture, a été conçu pour dérouler les boucles et améliorer significativement les performances. Je vous propose de découvrir son histoire et d'en étudier les rouages. Et comme d'habitude avec l'ami Olivier,
À la fin de sa vidéo, vous aurez une vision complète de ce qu'est le Doves Device et quelles sont également les variantes qui en ont découlé. Dans la vidéo suivante, on retrouve la chaîne Code avec Maximilien qui vous propose de débuter avec NeoVim en 5 minutes. Et à l'occasion, je vous ai posé un petit sondage pour savoir qui utilise NeoVim. Alors vous n'êtes que 5 à avoir répondu pour le moment, mais en tout cas, vous êtes 80%, donc 4 sur 5 à avoir répondu que vous ne l'utilisiez pas. Et la dernière vidéo, c'est une vidéo de la chaîne de Barry qui parle de Godot, le moteur de jeux vidéo open source. Et je vous recommande sincèrement cette vidéo et la série qui va avec, puisque c'est une série qui présente de façon assez complète comment développer un jeu de cartes à la Yu-Gi-Oh! Ou autre, Runeterra par exemple, sur dans Godot en fait. Et spoiler alerte, c'est un sujet que je suis parce que je suis en train de voir si on ne peut pas développer un jeu avec mon fils sur le sujet, mon fils qui est artiste, et qui crée des cartes sur ce sujet-là. Et pour le moment, ben, je pars de zéro, hein, puisque je ne suis pas du tout développeur de jeux vidéo, mais c'est vraiment très très intéressant. Donc ça avance très lentement parce que j'ai très peu de temps à y consacrer, mais en tout cas, je reviens sur le sujet. La série est vraiment très bien faite et en plus Barry est réactif pour répondre aux commentaires et questions que l'on pourrait se poser. Et bah, moi personnellement, j'avoue que Godot est assez agréable à utiliser. Alors, j'ai pas de comparatif parce que j'ai pas utilisé les autres moteurs de jeu du secteur, mais en tout cas, c'est vraiment très plaisant et agréable à utiliser et les résultats sont là rapidement. Donc franchement, c'est sympa. Je vous en dirai plus quand on aura un peu avancé sur le sujet. Passons à présent à la rubrique Mets ton casque. Et cette semaine, on aura trois sujets. Donc No Limites Sécu, qui propose l'interview de Frédéric Lebastard et Franck Bonnard du groupe La Poste. Comptoir IA qui titre avec Comment révolutionner le compute en IA, la vision de ZML par Steve Morin. Et enfin, Tronche de Tech qui reçoit Siam Alali dans la vie d'une DSI. Alors dans les sorties de la semaine, une petite nouveauté, vu que chaque semaine il était pour moi assez compliqué de récupérer justement les sorties de la semaine pour créer cette rubrique, puisqu'il fallait aller sur chaque site de langage, de logiciel ou autre, ou passer par les repos GitHub. J'ai décidé de me fabriquer un petit outil que j'ai appelé Repulse, pour Release Pulse, tout simplement. C'est pas forcément le nom le plus fantastique du monde, mais bon, voilà, il s'appelle comme ça pour le moment. Donc c'est un proof of concept hein, pour le moment, parce que il utilise l'API GitHub et il me permet donc d'aller récupérer les dernières versions de chaque projet que je renseigne dans sa base. Euh, et ça se base sur les releases GitHub. Et malheureusement, il y a pas mal de projets qui utilisent plutôt les tags pour faire référence aux nouvelles versions qu'ils sortent. Et pour le moment, les tags, c'est un peu compliqué. Mais bon, je pense que je trouverai une alternative pour réussir à les exploiter. Mais voilà, il y a quelques difficultés techniques. En attendant, ce projet est dispo en ligne, évidemment gratuitement. Donc c'est ripples.api2.dev. Euh, et donc voilà, ça me permet en tout cas pour une partie des sujets que je suis d'avoir très facilement les dernières sorties. Et je peux également, enfin j'ai intégré également dedans un petit moteur de recherche et surtout, ce qui me sert le plus, une date de début comment dire, de mise à jour et une date de fin. Enfin, en tout cas, d'entrer une plage de date qui m'intéresse. Et par exemple, demain, on sera le 20 janvier. Et ben, je vais rentrer pour faire ma newsletter à 14 janvier, date de départ, et donc j'aurai toutes les sorties de la semaine qui s'afficheront directement, puisque lui, il est mis à jour, il se met à jour avec une requête plusieurs fois par heure. Et donc, dans les sorties de la semaine, on a Visual Studio Code qui est sorti en version 1.96.3. On a Rust qui est sorti en version 1.84. TypeScript qui voit sa version passer à la 5.7.3.
Node qui passe en 22.13, Angular en 19.0.6, et on a également, pas fourni par Ripples, mais par les réseaux, Debian Trixie qui sort en alpha 1. Ensuite, il sera temps de retrouver notre invité de la semaine, qui est Tannan Doublier. Une interview, comme je dis à chaque fois, toutes les personnes qui passent chez moi ont des interviews qui sont vraiment passionnantes. Et si je devais résumer en un mot l'expérience de Tan, bon, j'espère que je vais viser juste et qu'elle sera d'accord avec moi, je dirais que c'est la résilience. C'est quelqu'un qui a eu un parcours qui n'est pas évident et qui s'est battu pour arriver là où elle en est. Et franchement, un grand bravo à toi, Tan. Et je vous laisse découvrir son interview qui est top, quoi. Dans la rubrique La caisse à outils, on va parler de East CTX. Et je vous livre les mots de son auteur, Paul Lafitte, qui a publié ça il y a quelques jours. Voilà ce qu'il en dit. Les contextes switches, c'est toujours pénible. Je suis un gros utilisateur de Bash et je passe beaucoup de temps dans mon terminal. Ce qui fait qu'il m'est parfois difficile de m'y retrouver dans mon historique. Alors en 2021, j'ai décidé de développer un outil qui m'aiderait à m'y retrouver plus facilement. East CTX, un gestionnaire d'historique pour Bash qui compartimente les historiques par projet. Je l'utilise depuis quotidiennement et ça m'a vraiment facilité la vie. Du coup, je me suis dit que ça serait cool de le partager avec la commu open source. Alors voilà, c'est fait. Repo GitHub et même un petit post sur mon blog pour parler un peu de l'histoire du projet, de ses features et de son implémentation. Moi quand je dis ça, ça me donne envie d'aller voir en fait, pas vous? Alors la ressource suivante s'appelle Tabler Icons, et donc c'est un site qui propose plus de 5800 icônes qui sont disponibles au format SVG et qui sont disponibles gratuitement et en open source. On a toujours besoin d'icônes dans nos projets, donc bookmarquez-le ou allez voir si vous en avez besoin de suite. Le site en plus est bien fait, donc c'est plutôt cool. Passons à présent à la rubrique conférences et événements à venir. Donc cette semaine, on va parler du Snowcamp 2025 qui va se tenir du 22 au 25 janvier, du DevOps Day qui se tiendra le 30 janvier à Marseille, Rust in Paris qui se tiendra le 14 mars à Paris, l'Aracon Europe qui se tiendra du 3 au 4 février à Amsterdam, et enfin Tech qui se tiendra du 6 au 7 février à Tours. Dans la partie affiliation, je vous parle de Laracast, Laracast qui est une référence pour les développeurs Laravel, mais Laracast, ce n'est pas seulement Laravel. C'est près de 500 heures de cours, plus de 2800 leçons sur toute une série de sujets. En plus, il y a énormément de contenu gratuit. Laracast dispose également d'une communauté très réactive pour vous aider à résoudre les problèmes que vous pouvez rencontrer sur leur forum. Bref, vous l'avez compris, j'aime beaucoup Laracast, j'y suis abonné. Alors bien sûr, d'autres contenus sont payants, mais vous pouvez y accéder pour un mois, pour un an, ou encore en payant une fois pour toutes pour avoir un accès à vie. Mais vous pouvez déjà commencer par les contenus gratuits. Dans la newsletter, je vous livre un lien qui est un lien affilié. Cela veut dire que si vous vous y abonnez en prenant une formule payante, j'aurai une partie de rémunération qui me sera versée. Sans que cela change rien pour vous, évidemment, au niveau du tarif. Mais allez voir, vraiment, il y a beaucoup de ressources gratuites sur Laravel, l'écosystème et d'autres langages également. Dans la rubrique Les demandes de stage, alternance et job, cette semaine on reçoit Jérémy Copin qui cherche une mission d'ingénieur Cloud Ops à partir de février 2025 sur Lille ou alors en remote. Allez voir, il y livre son profil, sa description et ses liens. Comme toujours, vous le savez, l'entraide, c'est véritablement très précieux et on est comme une communauté qui s'entraide beaucoup. Donc si vous lisez le profil de Jérémy, vous pouvez le partager sur vos réseaux, vous connecter à lui à LinkedIn et partager éventuellement ses posts. Bref, faire du bruit pour lui pour qu'il puisse trouver ses prochaines missions. Dans la rubrique un peu d'humour, on trouvera une comparaison entre Rust et Python avec Bob l'éponge. Et enfin, la petite info du jour, la rubrique créée par Olivier Poncet, où il publie quotidiennement une information sur des personnalités ou sur des événements marquants de notre histoire. Cette semaine est dédiée
à Ruth Moulang, qui est née il y a 120 ans, le 10 janvier 1905, qui est une mathématicienne allemande. Elle sera principalement connue pour ses travaux sur la géométrie projective et sera à l'origine des boucles de Moufang, des plans de Moufang et des polygones de Moufang. Merci Olivier pour ce rendez-vous quotidien. Et voilà, on arrive à la fin de ce podcast, de ce numéro 118. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à le liker, à le commenter. Et si la newsletter vous plaît, n'hésitez pas à venir vous y abonner aussi. Ça me fera toujours plaisir. Et n'hésitez pas à venir commenter, partager, me soumettre des ressources si vous avez des sujets en particulier que vous voudriez que je vois évoquer. Et n'hésitez pas aussi à me dire si ce format podcast vous plaît. J'ai essayé de l'améliorer un peu cette semaine en prenant en compte les commentaires qui m'avaient été faits, en développant un peu plus certains sujets. Mais je reste toujours disponible à vos remarques et suggestions. Sur cela, je vous dis à très bientôt les devs, prenez soin de vous et happy coding!